Bienvenue à ITV et bienvenue à Questions Directes qui reçoit aujourd'hui Jean-Joseph Boileau. Il est professeur agrégé de sciences sociales et docteur en économie, chercheur à l'IRIS, spécialiste des grands pays émergents. Il est au Sénégal ces derniers temps pour parler justement des économies africaines à une conférence qui sera organisée ces derniers jours pour parler comment l'Afrique doit organiser sa résilience par rapport aux crises qui traversent le monde. Vous le savez bien, depuis les crises de subprime, la crise après la Covid, et aujourd'hui la crise ukrainienne, beaucoup prédisent que dans les prochains mois, la crise sera là, il y aura un krach boursier, et c'est très dangereux pour les économies africaines qui profitent, eux, les économies africaines, de l'argent qui vient de l'extérieur pour se faire financer. Comment organiser la résilience des pays africains par rapport à cette situation bien précise. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. La crise est là, pratiquement à nos portes. Comment aujourd'hui les pays africains doivent faire pour résister? Pas résister. Il faut avoir une confiance en soi. Ce que j'ai rien à apprendre aux Africains, mais ce que j'ai appris en Chine, en Inde, qui sont mes sujets de spécialité au départ, c'est que celui qui a confiance en lui, en son travail, lui c'est bien, le travail, et qui, troisièmement, a une vision, il réussit. Donc la question me semble, pour l'Afrique, plus d'arrêter d'écouter les chansons sur la guerre russo-ukrainienne, qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas fondamentalement le sujet de l'Afrique, bien sûr. C'est une crise européenne, américano-européenne contre la Russie. Et donc je pense que l'Afrique, elle doit prendre, elle le fait d'ailleurs, son autonomie, non pas une neutralité pour dire « oh nous, ça nous est égal », mais une neutralité au sens de dire ni le clan américain, ni le clan russe, nos intérêts, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc nos intérêts, c'est la résilience, c'est ces millions de jeunes qui arrivent aujourd'hui en Afrique sur le marché du travail. 15 millions chaque année en Afrique qui arrivent sur le marché du travail. Et puis rien qu'ici, au Sénégal, on le voit, non? 200 Hier, 000. la première chose, quand on arrive à l'aéroport, c'est des tas de jeunes qui viennent vous voir et tu leur dis bah, « tu fais quoi, toi ?» Et ce mot qui n'existait quasiment pas, c'est quoi? Je suis un... Ben, j'ai pas un travail, non? Oui. Donc, Je suis chômeur. oui, mais on ne dit pas chômeur ici. Sans emploi. Oui, c'est un autre mot encore. Vous le connaissez, non? Non. Débrouillard. Débrouillard, je me débrouille. Non, c'est une profession. Oui. Alors, c'est pas normal que la moitié de la jeunesse du Sénégal soit débrouillard. Débrouillard. C'est bien de savoir se débrouiller dans la vie, mais être débrouillard, c'est être dans le coltard, dans le temps. Pour faire face à cette crise, qui, comme toutes les crises, c'est un acte, deux actes, c'est comme une pièce de théâtre. Donc, on a connu l'acte de la montée des matières premières, avec la spéculation qui est derrière. Bien sûr. Fondamentalement, c'est des spéculateurs qui sont derrière la manœuvre. Parce que l'équilibre offre-demande dans le monde pour l'essentiel des produits n'a pas posé problème, ne pose pas de problème. Simplement, les spéculateurs peuvent, dans la piscine, là, où il y a toutes les liquidités du monde qui ont été créées par le monde riche, les banques centrales, ont inondé leur monde là, depuis encore la crise de 2008-2010. Donc il y a des milliards de milliards qui traînent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les traders? Eh bien, ils se sont dit à un moment donné, mais l'argent, ça ne coûte plus rien. J'emprunte aux banques centrales à des taux négatifs et j'investis dans de la matière première. Et donc, ils ont commencé à investir dans les matières premières. Pas seulement l'or, mais les matières premières. Ils se sont aperçus tout d'un coup qu'en jouant sur les matières premières alimentaires, où il y a 4 à 5 milliards d'individus qui ne mangent pas à leur faim, parce que c'est ça la réalité. Les gens ne peuvent pas ne pas acheter de l'huile, de la farine, etc. Et donc, ils ont enclenché cette dynamique de spéculation. Là-dessus est arrivée la crise de la guerre russo-ukrainienne, où là, il y a eu des sanctions qui ont accentué, évidemment. On n'est plus dans la spéculation financière, on est dans la spéculation guerrière. On pense que Poutine va céder. Non, Poutine pense que les autres vont céder. C'est un jeu de poker, mais c'est de la spéculation. On spécule sur est-ce qu'il va lancer ou pas des bombes nucléaires. Et le troisième acte, on le voit là, il est en train d'arriver, c'est qu'avec l'explosion de l'inflation, les banques centrales sont obligées de remonter les taux d'intérêt, et donc il va y avoir une crise évidemment financière, boursière, sur les actions, donc sur l'immobilier, etc. C'est connu, ces mécanismes de l'économie mondiale, c'est tous les 10 ans, tous les 15 ans qu'ils se reproduisent. Et donc là-dedans, ce que je pense peut faire l'Afrique avec les trois
critères que je disais tout à l'heure, avoir confiance en soi, avoir un projet, une vision, et puis ne pas s'occuper des intérêts des autres, ne pas rentrer dans le bavardage, qui a raison, qui a tort, mais être dans son sillon, c'est de créer les conditions, on va discuter samedi, c'est que dans la vie, ce n'est pas l'argent qui permet d'investir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est j'investis, et notamment j'investis dans la main-d'œuvre, qui est là, elle est oisive, on est d'accord. Il y a des millions d'heures de travail qui sont perdues aujourd'hui au Sénégal. Donc j'investis dans cette main-d'œuvre en fonction d'un projet, ou de projets au pluriel, et je construis l'Afrique là, du 21e siècle dont on a absolument besoin. Mais comment sortir d'un continent qui compte beaucoup sur l'aide extérieure, sur l'argent extérieur pour financer son développement? C'est incroyable, alors qu'en interne, en Afrique, il y a beaucoup de capitaux qui sont là. Il y a une créativité qu'il faut peut-être booster pour que l'Afrique puisse se prendre en elle-même, ne pas dépendre de l'extérieur. Mais je reprends l'exemple de la Chine et de l'Inde. Contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas les capitaux extérieurs qui ont permis le décollage de ces pays-là. Je ne dis pas que c'est fantastique ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un jugement de valeur. Le fait est qu'ils se sont beaucoup développés. Surtout la Chine, mais parce que c'était dans un temps plus court. Mais l'Inde, c'est pareil. C'est le 3e produit intérieur brut mondial. Ils n'ont pas attendu des capitaux extérieurs. Ils empêchent les capitaux de sortir. Et on sait qu'en Afrique, c'est des dizaines de milliards qui s'en vont. Donc là, il y a un sujet. 65 000 milliards par an sortent de l'Afrique. Voilà. De milliards de dollars. Exactement. Donc là, il faut vraiment Surtout mettre avec en le secteur place minier africain. Voilà. Il faut vraiment mettre là en place des politiques qui permettent de garder les richesses africaines pour les investir en Afrique. Et donc, ça passe par évidemment des règlements de compte politiques, peut-être, mais ça passe surtout par des politiques, au sens des politiciens, qui sont capables de réunir ensemble les entrepreneurs qui ont des capitaux, mais qui le font fuir, de mettre la corruption et tous ces mécanismes de fuite. Enfin, je sais pas, je viens de Paris il y a quelques jours, là, et je vois sur l'avenue Foch, etc., des dizaines de millions d'euros, des milliards d'euros qui se sont investis dans l'immobilier parisien. Non, mais quel est le sens de cela? Donc le problème n'est pas avoir ou pas de l'argent, c'est de mobiliser les ressources, et les ressources en travail, en capital humain, les ressources financières. Et puis, savoir dessiner, c'est-à-dire trouver une bonne orientation du développement. Et là, c'est intéressant parce que la Chine et l'Inde n'ont pas suivi du tout la même orientation. Ça veut dire qu'on ne peut pas, l'économiste qui prétend être une science et qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a que ça qui marche, non. Ce qu'on sait, c'est que chaque pays a ses propres, chaque continent, dans le cas de l'Afrique d'ailleurs, qui est aussi grand que finalement l'Inde et la Chine, qui sont des continents, a ses propres préférences, on appelle ça, d'accord? Et donc je pense qu'il faut profiter au contraire de la crise actuelle, et le bon exemple je trouve, c'est le blé à des prix défiant de toute concurrence, a tué les agricultures locales en Afrique, on l'a vu ces dernières années, manger de plus en plus de pain au blé. Non, mais quel est le sens de cela? Je vois en RCA, je travaille avec des tas de jeunes qui se sont lancés dans des cultures locales de mil, etc., de le transformer en farine, et donc il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'import-substitution, c'est-à-dire d'arrêter de dépendre. Pour le lait, on a le même problème, vous savez mieux que moi, il y a des tas de gens qui voudraient produire plus de lait au Sénégal, mais le lait qui est importé de l'Union européenne, mais aussi d'Ukraine, de Russie, le lait en poudre, c'est un lait qui tue le marché local. Et donc il faut là des gens déterminés à utiliser cette crise. C'est bien que les prix aient monté, c'est bien, parce que vous pouvez payer plus les producteurs locaux. Mais ça veut dire aussi qu'en même temps qu'on prend cette mesure-là, on bloque les produits qui sont importés par des subventions. Parce que c'est bien ça qui se passe. L'Union européenne, justement, vous parlez de massivement. subventions. Il y a beaucoup d'économistes africains qui dénoncent le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions par rapport justement aux importations qui viennent en Afrique, mais qu'en interne, vous avez de l'eau en Afrique, vous avez de la terre, vous avez du soleil, 60% des terres, 60% des terres du Sénégal, m'a-t-on dit ce matin, et que les gens continuent aujourd'hui ne sont pas utilisées pour l'agriculture. d'importer. Voilà. On ne comprend pas. Voilà. Si, on comprend. Pourquoi? Après la phase des indépendances formelles, c'est-à-dire qu'on a décidé, ça y est, indépendance, c'est créer un système néocolonial, mais ce n'est pas un gros mot de le dire, et ce n'est pas la faute c'est pas la faute de l'Europe ou de la France, etc. C'est parce qu'ici, il y a des gens qui ont un peu trempé dans la mayonnaise, dans la sauce. Eh bien, c'est créé, dans un premier temps, ça a duré 40 ans, une situation malsaine. Il n'y a pas eu de développement endogène. Chérif Salissi me donnait le chiffre du produit intérieur brut par tête
en 1960 ici et 1990. Il n'a pas bougé. Vous croyez que c'est normal ça? Donc, on est dans une Mais situation... Chérif justement parle de lobby extérieur Exactement. en complicité avec des lobbies intérieurs Voilà, ouais, qui ont Frantz entré à Fanon. manipuler le système. Frantz Fanon, il faut continuer à le lire, bien sûr. Hein, les visages noirs, masque blanc. Enfin, masque noir et Visage visage blanc. blanc. Donc il faut sortir de cette aliénation intérieure. C'est ce que font beaucoup d'économistes. Dongo Sambasila aussi travaille beaucoup sur le sujet de l'autonomie monétaire. Mais il faut arrêter de reprocher aux autres. Je crois que c'est ça qui pose problème. C'est que quand vous rejetez la responsabilité sur l'autre, sur Paris, etc., de la même façon qu'on n'arrête pas de dire les Américains, les méchants, c'est à cause d'eux qu'il y a la guerre. C'est un peu la thèse qu'il y a ici en Afrique. Vous ne résolvez pas le problème. Absolument. Ce n'est pas parce que vous vous entendez pas avec votre femme et que vous voulez l'accuser d'être responsable de tous les maux, vous avez réglé les problèmes. Donc il faut prendre confiance que c'est en soi qu'on a tous les ressorts pour réussir. Et bien sûr, il faut des politiques déterminées. Et là, il y a des lobbies qui vont s'opposer à cela. Par exemple, on sait, tous les économistes le savent, vous ne pouvez pas réindustrialiser, notamment l'Afrique, sans protection tarifaire importante. C'est pas possible. Or, l'Union européenne est en train d'essayer de négocier des accords dits de libre-échange, en l'échange de quoi on leur donnerait de l'argent. Alors, je vois pas l'intérêt, parce que vous empêchez l'industrialisation du continent, et qu'est-ce que fait l'Union européenne? Elle vous envoie des fonds qui eux-mêmes servent à quoi? À être réexportés vers l'Union européenne. Le transfert de capital du continent pauvre, au sens du revenu par habitant, mais extrêmement riche en capital humain et en capital de ressources naturelles, ne peut que se développer en comptant sur ses propres forces. C'est pour ça que je dis souvent dans la guerre russo-ukrainienne, la position du monde en développement, qui est de dire ni l'OTAN, ni Poutine, parce que c'est du non-alignement. Nous, nos intérêts convergent vers l'idée que pour se développer, il faut ne pas rentrer dans cette guerre permanente entre l'Est et l'Ouest. Notre intérêt, c'est celui de nous développer, nous. Et je trouve que là, il y a, grâce à cette guerre, tout d'un coup en Afrique, vous l'avez vu comme moi, Oui, bien un sûr. vrai débat qui est arrivé sur la table et qui est malsain s'il contribue, comme on l'a vu, à un certain nombre de lobbies pro-Poutine. Vous l'avez vu comme moi, Bien sûr. hein, qui sont des gens, des despotes, qui aiment bien le despotisme. Regardez, il est capable de... Ouais, on va voir, mais au bout du compte, Poutine a eu tort, on le sait. Maintenant, il est tombé dans un piège. On le sait aussi. Donc, c'est un débat stérile de savoir si vous êtes pour ou contre tel ou tel camp. Non, vous creusez votre sillon, et je viens de faire un long article d'analyse sur la position de l'Inde. C'est extrêmement intéressant. L'Inde dit, ma diplomatie, elle est réglée par mes intérêts, et mes intérêts, c'est de continuer à avoir des relations très solides avec la Russie, parce que c'est le seul partenaire qui m'a fourni des armements de très haut niveau qui me permettent de me contenir de l'agressivité chinoise, qui est indéniable, vis-à-vis de mon voisin pakistanais, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des relations avec les Américains, ça ne m'empêche pas d'avoir des relations avec les pays du Golfe, hein. Il y a énormément d'Indiens Est-ce qui que sont c'est la installés. prémisse aujourd'hui, les prémices d'un monde multipolaire? Exactement. Alors, ce que j'aime bien, c'est cette notion du monde multipolaire, parce que ça veut dire qu'on va sortir de l'opposition qui a été stérile entre soit le Nord, soit le Sud. Il y a eu des années, vous avez vu comme moi, où les pays dits du Sud, puis des grands théoriciens, marxistes souvent, hein, qui disaient non, aucune collaboration, aucune coopération avec le monde capitaliste, parce que par définition, on sera perdant. Et puis, inversement, il y a eu le Est-Ouest. Et on était sommé de choisir, on est pour l'Est ou pour l'Ouest. Non, si on rejette cette polarisation, on travaille sous quelque chose que j'aime bien, qui est, là aussi la diplomatie indienne est très riche là-dessus, elle a inventé ce concept du mandala, c'est-à-dire le monde vu comme un cercle, il y a un ensemble d'alliés, de voisins, et on essaie de construire comme dans un puzzle le meilleur puzzle possible. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez l'expérience d'avoir été en Chine et en Inde. Oui, d'avoir j'y ai vu, habité. perçu et voir le développement dans la rue, comment ça se fait. Est-ce que vous avez le même sentiment qu'en Afrique et au Sénégal aujourd'hui de retrouver ces mêmes prémices? Non. Pourquoi? Non. Et je ne vous cache pas que ça fait quand même plus de 15 ans, j'ai écrit l'Afrique pour les nuls à partir de ces voyages-là. On voit qu'il y a les conditions sont réunies. Cette jeunesse dont je parlais, c'est un élément clé, bien sûr. Mais si vous ne l'utilisez pas, c'est au contraire un passif. Il faut porter cette jeunesse qui est un peu perdue, qui ne travaille plus, etc. Deuxièmement, c'est le continent le plus riche du monde avec la Russie, hein, en gros.
en termes de ressources naturelles, l'éolien, le solaire pour l'énergie par exemple. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun catalyseur qui permette de mobiliser ces ressources. Pourquoi il n'y a pas de catalyseur? Parce que sur le plan de la vie politique, on voit bien que les sociétés civiles n'ont pas réussi à imposer à cette superstructure politique de travailler pour le bien du pays et non pas pour leur bien à eux. C'est le sentiment que j'ai, si vous voulez. Et alors, quand vous arrivez à Dakar et que ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas venu, et vous regardez quels ont été les progrès ou non réalisés on va prendre juste l'élément du transport. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà probablement un des pays d'Afrique qui a le plus de ressources politiques. Là-dessus, je crois que c'est indéniable, tout le monde parle d'un pays stable, il n'y a pas de djihadistes, etc. Mais comment expliquer un tel échec en termes d'aménagement du territoire? Tout continue de converger vers Dakar. Tout l'argent se trouve à Dakar. C'est bien ça qui se passe. Bien sûr. Bon. À partir de là, les jeunes de province convergent vers Dakar, vivent dans des conditions, vous l'avez vu comme moi, qui sont détestables, enfin ce qu'on appelle des brouillards, franchement, vous croyez. Ça, c'est une profession nouvelle, on n'avait jamais connu ça à l'échelle de l'histoire. Donc votre analyse, c'est de voir que la société civile sénégalaise n'a pas pu avoir cette capacité d'imposer à la superstructure politique de changer de pays. Il y a un échec quelque part à la société civile africaine et sénégalaise. Exactement, il faut qu'elle a mûri, cette société civile. Je trouve des choses vraiment extrêmement intéressantes dans les dernières élections, on l'a vu en particulier. Là, il y a un début de changement. Mais elle a tendance assez souvent, et c'est normal compte tenu de l'histoire du continent, et notamment le colonialisme, qui a été quand même un élément très très fort dans les structures mentales. Là, Frantz Fanon nous donne des clés pour comprendre comment la structure mentale. La structure mentale, c'est celle de toujours se plaindre. De penser que c'est l'autre qui est responsable. Moi non, je n'ai pas de responsabilité. Au lieu de tremper sa chemise et de se mettre à bosser. Et je vois que par exemple, un élément clé du développement en Chine et en Inde, ça a été bien sûr le rôle important de l'État, dans les deux, hein, pas sous la même forme, mais dans les deux. Deuxièmement, l'apparition d'un vrai secteur capitaliste. Il va falloir bien que la société civile en Afrique, je parle là de l'ensemble, se mette à l'idée que le capitaliste, ce n'est pas nécessairement un mal. C'est quand ce n'est pas régulé que ça pose problème. Et notamment quand il entretient avec le pouvoir politique des relations incestueuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tellement puissant, il joue tellement de la corruption qu'il oriente toute la politique économique vers ses intérêts à lui. Vous savez ce dont je veux parler ici au Sénégal. Est-ce qu'en Inde et en Chine, et ils ont des classes capitalistes. Quelque part, ce n'est pas aussi dû à une dimension culturelle où la religion, le confucisme et l'hindouisme a permis de se départir de cette dépendance extérieure. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Et puis, vous voyez, j'ai fait un long voyage en Côte d'Ivoire, en remontant, sans rester à la capitale qui est un peu pourrie. Hein, comme toutes les capitales africaines, vous avez un peu des drôles d'affairistes, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait des castes, des tribus d'affaires, les Djoula. Oui. Excusez-moi, mais partout en Afrique, il y a ça. Les Peuls, c'est-à-dire non pas des religions, il faut arrêter de parler de guerre de religion, mais il y a partout en Afrique, aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, etc., des gens qui, au Nigeria, c'est bien connu. Les Haoussa. Les Haoussa, bon, qui ont appris dans l'histoire, parce que l'Afrique n'a pas été un pays sous-développé tout le temps. Au contraire, il y a eu des périodes extrêmement riches en termes de royaumes, etc. Le commerce, on parle que du commerce des esclaves, mais derrière le commerce des esclaves, il y avait énormément de commerce. Par exemple, l'or qui allait... du Mali, de Kankamoussa, entre autres. Exactement. Donc non, il y a en Afrique toutes les ressources en termes de capital humain, d'expérience, de tradition. Simplement, ces gens se cachent. Parce qu'ils n'osent pas se montrer. Ce qui explique le fait pervers, c'est que l'argent circule sous le tapis, comme on dit. Et donc, il y a tout un ensemble de phénomènes de corruption, pas seulement là-haut, mais de corruption des sociétés civiles. Donc, il faut que la société civile se mette à l'idée aussi qu'il y a besoin de classes capitalistes, d'entrepreneurs, et qu'il faut au contraire les valoriser. Pas les faux entrepreneurs de la chambre de commerce, là, qui étaient avec les Français, et puis maintenant qui sont avec le pouvoir politique, de vrais entrepreneurs. Et puis, troisièmement, parce qu'il faut équilibrer. L'État, il en faut. Il faut une classe capitaliste au sens que j'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, il faut effectivement une société civile
qui soient capables de contrôler l'un et l'autre. C'est ce qu'on appelle dans le livre là, que j'ai écrit tout récemment, Utopie m'a dit le monde, le principe de sagesse, l'équilibre des trois pôles, État, société civile et la classe capitaliste. Le marché, c'est la classe capitaliste, bien sûr. L'État, c'est la planification, et de ce point de vue-là, l'Afrique a plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'elle a des visions. Là, on va parler du plan Sénégal émergent. Il faut arrêter de dire que c'est un échec. Non, c'est un effort de réflexion, d'articulation qui est très positif, mais il faut que la société civile rentre maintenant dans les enjeux socio-économiques. Et pas seulement dans le social, comme j'entends souvent, aussi dans le domaine économique. Par exemple, avec la crise alimentaire qu'il y a, on voit qu'il y a une opportunité de reconstruire toutes les filières de production locale. Eh ben, j'entends pas assez la société civile là-dessus. Mais justement, elle parle plus de politique que de social, la société civile sénégalaise. Elle est plus dans le débat politique que dans les débats sociétaux, dans les débats culturels, dans les débats éducationnels. C'est passionnant, hein. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a eu, comme en France, hein, en France c'est le même traumatisme. Concentration à Paris, concentration des intellectuels qui ont des relations trop étroites, on le voit ici au Sénégal, hein, avec la classe politique, et pas assez effectivement une société civile construite sur la réalité de la société civile, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, où est-ce que j'habite, comment je m'habille, etc. Et donc j'aime bien avec Chérif Salissi et Ndongo Dassila cette réflexion pratique, pragmatique. Et vous allez y arriver parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Quand vous regardez maintenant cette bombe démographique qui est là, beaucoup de gens disent c'est à cause de ça que l'Afrique se porte mal. Non, pas du tout. Au contraire, l'Inde et la Chine ont profité de cette bombe démographique. Donc c'est simplement parce qu'ils ont pu la canaliser à un moment donné. Donc ce débat-là, l'Afrique n'aura pas le choix de l'éviter. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple... La démographie, c'est un atout pour l'Afrique? Mais bien sûr, c'est un atout potentiel. Potentiel. C'est bien exploité. Bien sûr. Si j'ai, par exemple, 1 million de jeunes de 18-25 ans, mais que 80%, comme c'est le cas actuellement, 80% de leur potentiel de travail est non utilisé, là, ça devient plus du tout un potentiel économique positif, mais ça devient un potentiel politique négatif. Énormément de phénomènes qui se produisent dans la région. Je m'occupe beaucoup de ce qui se passe au Mali, Burkina Faso, c'est passionnant en ce moment. Ce ne sont pas des guerres de religion, il faut arrêter de croire que c'est des djihadistes, des ceci, des cela. On voit bien que c'est lié au fait que vous avez un désœuvrement considérable de la jeunesse et qu'il faut lui donner de l'espoir, etc. Et là-dessus, de bonnes politiques économiques qui ne s'occupent plus des capitales exclusivement. C'est pas normal d'avoir... Vous avez plus de la moitié du PIB sénégalais qui est à Dakar dans les faits, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Pour 4 millions d'individus? Et dans les 4 millions d'individus qui habitent Dakar, vous avez à peu près 100 000 bénéficiaires. Tous les autres, c'est des gens qui, vous voyez, des sortes d'esclaves. Qui se débrouillent. C'est des débrouillards, voilà. Oui. Donc il y a au contraire là, vous avez raison, les choses sont sur la table, les richesses sont sur la table, et la crise actuelle est probablement une petite fenêtre d'opportunité pour relever le défi et dire c'est très bien d'avoir une immense autoroute là, qui arrive jusque dans le centre de Dakar, mais c'était peut-être pas le meilleur investissement. Ça coûte très cher, on le sait, ça crée tous les embouteillages puisque c'est connu en théorie économique, quand vous créez des routes, les gens les utilisent. Non, on avait besoin probablement d'utiliser cet argent pour construire d'abord des réseaux secondaires routiers. Je ne sais pas, je suis allé dans le pays Peul, là, vers le Mali. C'est un pays riche, potentiellement, mais complètement désertifié. Donc on doit investir à l'intérieur du pays, investir dans les villages, dans les villes, les villages, créer les conditions de développement sur place. Bien sûr, bien sûr. Et pour cela, probablement, les expériences d'autres pays, même européens, il ne faut pas à chaque fois dire que ça vient d'Europe, c'est bien ou c'est mal, mais l'exemple des financements vers le 19e, 20e siècle, quand vous prenez la France, c'est quoi? C'est le développement du chemin de fer qui va relier les villes du sud de Castres, Jean Jaurès vient de là-bas, hein, et partout c'est développé. Il y a eu bien sûr le Paris d'Haussmann, mais en réalité il y avait dans les provinces, dans le nord, à l'ouest, etc., des bourgeoisies locales, des ressources naturelles qui ont été mises en œuvre. Et c'est ça qui explique. Le pays le plus fort dans ce domaine, c'est l'Allemagne, parce qu'elle est dans une structure plutôt de type confédéral. Donc,
décentraliser, non pas les services de l'État, parce que ça c'est un piège. La décentralisation de l'État, c'est vous multiplier la couche Oui. de fonctionnaires locaux, Décentraliser plus l'économie, c'est ça. Exactement. Créer des conditions économiques dans les régions. donner une autonomie forte. Il y a des pays africains qui arrivent beaucoup mieux, c'est vrai, il faut arrêter de dire que c'est partout des échecs. Je trouve que l'exemple du Ghana est assez intéressant. Il y a une assez grande décentralisation du pouvoir économique. La Côte d'Ivoire m'a beaucoup surpris pour les raisons que je vous ai indiquées. J'arrive à Bouaké. Bouaké, c'est un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. Mais il se passe complètement du pouvoir central. Ouattara, il est là-bas, il est à Abidjan, il gère ses propres trucs, ses tours, etc. Mais il y a un pays qui, du fait de cette guerre, finalement, a appris à compter sur cette Au Sénégal, il y a aussi le marché de Diaobé, à Kolda, qui est un marché sous-régional, où toute la sous-région vient acheter, vendre, échanger là-bas aussi. Voilà. Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment valoriser. Hein. Le cas chinois m'a beaucoup intéressé. On pense que la Chine, c'est le parti communiste, c'est Pékin et tout est centralisé. Pas du tout. Ce sont les provinces qui ont fait le développement et le décollage économique. D'ailleurs, la bonne preuve, c'est que Deng Xiaoping, quand il va adopter sa nouvelle politique de réforme, où est-ce qu'il va? Dans le sud. Oui. Il crée les zones économiques spéciales dans le sud, à Canton, puis après, petit à petit, il va remonter, etc. Pékin n'a pas la main sur ces développements de province. D'ailleurs, ça l'ennuie. Hein. Très souvent, il y a des règlements de compte vis-à-vis de boss du parti. J'ai une fille qui travaille à Chengdu, dans le Sichuan. Mais le Sichuan, c'est une prospérité incroyable. On ne vous la montre jamais à la télé, donc on pense que ça n'existe pas. Non du tout. Le cas de l'Inde, c'est une fédération, une union. Vous avez des régions, des États, ça s'appelle, hein, mais qui sont, bon, c'est pas petit, c'est entre 20, 30 et jusqu'à 200 millions d'habitants pour l'Uttar Pradesh. Ce qu'on voit, c'est que des provinces qui sont des États qui sont comme le Tamil Nadu, le Kerala, où le développement économique et social est le meilleur, c'est parce qu'il y a véritablement une autonomie régionale dans la conduite du développement économique. C'est vraiment important, non pas de dire que small is beautiful, même si c'est un peu vrai quand même. Hein. Il faut commencer par small. Voilà, exactement. Et l'innovation, elle vient probablement plus de cela que de dire où est-ce qu'on va trouver le capital. Parce que si vous trouvez du capital, et il y en a plein qui peuvent aller en Afrique, vous savez comme moi, mais qu'il est concentré dans quelques grands projets inutiles. Je reviens d'un très beau musée, je ne vous donnerai pas le nom parce que ça me fait mal au cœur de voir ça, avec en face un très beau théâtre. Oui, c'est très bien, mais est-ce que vraiment, quand vous sortez de ça, vous avez 3 heures de bouchon, vous dites, est-ce que vraiment, on n'aurait pas eu intérêt d'abord à construire un métro? Non, quand même. Absolument. Et là, vous n'avez rien. Vous dites, non, il y a vraiment un problème. Il faut arrêter de dire que c'est les Chinois qui ont imposé ça. J'entends ça de temps en temps. Moi, chaque fois que je vais dans un pays, je rencontre des conseillers économiques, des ambassades de Chine et d'Inde, etc. Et ils me disent, ouais, bah, vous savez, nous, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas nous qui décidons. C'est pas tout à fait faux. Hein. Et dans le plan Sénégal émergent, j'observe que le dossier, le chapitre transport interrégionaux et urbains est très peu développé. Alors c'est très important. Ben, oui, et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un immense aéroport à 50 km de Dakar. Ben, je ne sais pas, moi. Il faut se poser la question. Compte tenu du fait qu'on va clairement, dans une crise climatique, être obligé de réduire, est-ce que vraiment il ne va pas être sous-utilisé? On le voit très bien en ce moment. Alors on dit que c'est la crise du tourisme qui empêche, etc. Mais non, c'est une rupture maintenant. On le sait bien dans le développement du monde. La rupture, c'est celle qui relocalise les économies, parce que le schéma de globalisation qui a produit des effets positifs, il ne faut pas regarder seulement les aspects négatifs, a eu comme contrepartie négative, par contre, de rendre la vie insoutenable sur la planète. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Jean-Joseph Boileau. Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, docteur en économie, vous êtes spécialiste des grandes économies émergentes, notamment la Chine, l'Inde et les pays d'Afrique. Votre dernier livre s'appelle Utopie Made in Monde. Utopie Made in Monde, le sage et l'économiste. Montrez-le à la caméra. C'est votre Il est vendu à l'Harmattan ici. Oui, et que l'économie doit se réinventer, comme vous le dites dans votre livre. Voilà. Je pense, comme vous l'avez dit, le salut de l'Afrique passe par le développement de ses terroirs, avec un investissement à la base, pour que, comme les Chinois l'ont dit, encercler les villes par les campagnes. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. D'où cette idée, il faut avoir des utopies
mais il faut avoir la sagesse de leur mise en œuvre. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce Merci de plateau votre invitation. ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.